Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous présenter l'interview Culture, Santé, Sécurité de Doris Horvat. Après des études de chimie à l'université de Karlsruhe, Doris a poursuivi son parcours professionnel au Luxembourg. Après une carrière dans différents cabinets de conseil en entreprise sur les thématiques sécurité et environnement, Doris a rejoint les chemins de fer luxembourgeois en 2001 où elle occupe le poste de directrice santé, sécurité, sûreté et environnement. Cela fait donc plus de 20 ans que Doris s'exerce à transformer la culture santé et sécurité de CFL, qui est le plus gros employeur du Luxembourg. Vous allez découvrir une personne particulièrement sensible, exemplaire, courageuse et résiliente. C'est une professionnelle reconnue et passionnée par la santé et la sécurité. Dans cette interview, Doris va vous partager les 4 ingrédients qui font que la santé et la sécurité la passionnent. La structure de son organisation santé-sécurité, l'importance du savoir-être dans le leadership, le retour d'expérience d'un accident grave récent, les caractéristiques essentielles pour être un leader santé-sécurité, l'importance de la direction au plus haut niveau pour positionner la santé et la sécurité comme une volonté et comme un objectif stratégique. Les 3 dispositions d'un état d'esprit santé et sécurité favorable. Et surtout, Doris va nous partager une expérience personnelle intime, touchante d'amour. Et comment aussi elle prend soin d'elle pour pouvoir mieux prendre soin des autres personnes. Entre communication, confiance, présence terrain, leadership et sensibilité, je vous laisse découvrir l'interview de Doris Horvat. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Doris Horvat. Doris, on se connaît déjà depuis quelques années ensemble, mais je vais te laisser te présenter à la communauté de Culture Santé Sécurité. Qui es-tu et quel est ton parcours professionnel ? Merci David. Mon nom est Doris Horvat. Je travaille au chemin de fer depuis plus de 20 ans. Avant, j'ai travaillé 10 ans dans le privé, principalement dans le conseil sécurité et environnement. Et donc, j'ai vu plusieurs entreprises actives dans différents domaines de production. Et j'ai fait des études de chimie à la base, à l'université de Karlsruhe, il y a longtemps. D'accord. Études de chimie, donc tu es chimiste de formation. Ensuite, tu as fait du conseil en entreprise pendant 10 ans. Et ça fait 20 ans que tu as rejoint, donc alors pour préciser à l'audience, les chemins de fer luxembourgeois, c'est ça ? C'est ça, effectivement. C'est les chemins de fer luxembourgeois, le plus grand employeur du Luxembourg. Et on emploie actuellement environ 6000 employés. 6000 personnes. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur ton scope. Et quelle est ta fonction aujourd'hui ? Je suis responsable du service sécurité, sûreté et environnement. Je n'ai que 11 collègues dont je suis directement responsable et mon travail consiste à coordonner les activités dans les 3 domaines au niveau du groupe. Et mon chef direct, c'est le directeur général de l'entreprise. D'accord, le directeur général de l'entreprise, donc c'est bien. Et puis 11 collègues, c'est pas rien, hein, ça fait un bon scope. Donc tout ça pour 6000 personnes. Alors, qu'est-ce qui t'a orienté vers la santé et la sécurité? Parce que donc de chimiste à alors directrice sécurité, sûreté et environnement de CFL, quel est le chemin et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Oui, le chemin, c'est que je suis entrée, j'ai voulu en fait faire du conseil dans le domaine de l'environnement parce que la chimie et l'environnement vont assez de pair et j'ai pu constater en conseillant les entreprises qu'ils avaient besoin aussi de conseils dans le domaine de la sécurité. Et de là, je suis entrée en contact avec des responsables santé, sécurité également. Et puis, j'ai pu m'échanger à ce sujet-là. Et puis, j'avais des prestations de conseil dans le domaine de la sécurité. Et là, j'ai pu développer mon expérience et je trouve que c'est très passionnant quand on peut contribuer à la prévention d'accidents et contribuer à que les employés restent en bonne santé et en bonne sécurité. D'accord. Et qu'est-ce qui te passionne
dans le fait de faire en sorte que les personnes restent en bonne santé et en bonne sécurité? C'est quoi les ingrédients? Je pense que c'est le contact avec les personnes, l'échange avec les personnes, parce qu'il faut toujours un peu échanger, n'est-ce pas, pour communiquer, pour savoir où sont les problèmes. C'est aussi passionnant parce qu'on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qui s'est passé. Aussi, quand on lit une fiche d'accident, c'est quand même assez théorique. Mais quand on va sur place, on apprend à connaître vraiment et on ressent aussi ce qui s'est vraiment passé. Et c'est ce lien entre les faits, les statistiques, mais aussi les émotions des personnes, c'est-à-dire les ressentis. Et on a vraiment l'impression de faire quelque chose qui a du sens aussi, la contribution à la prévention des accidents. D'accord. Alors, c'est marrant que tu me dises le contact, je comprends, mais le ressenti et les émotions, c'est rare qu'on aborde cet élément-là. Et donc, comment ça se traduit chez toi, ce ressenti et cette émotion quand tu es sur le terrain et que tu vas plus loin que l'analyse purement théorique de l'analyse d'accident? Je pose des questions tout simplement aux personnes qui sont autour parce que quand on vient sur une place, il y a quand même souvent des personnes qui sont autour et la plupart écoutent. Et puis quand on parle quand même avec eux et on a réussi à construire une certaine confiance avec d'autres personnes, ils vous font confiance aussi et c'est un peu réciproque. Et puis ils n'ont pas peur de vraiment m'informer sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça qui est passionnant. C'est un peu comme, je ne sais pas, on voit un peu derrière cet accident et comment c'est intéressant parce que c'est bien impliqué aussi et c'est souvent une question d'organisation et c'est pas uniquement donc l'être humain qui a fait une erreur à la base, hein, mais c'est bien plus compliqué et c'est ça qui est passionnant, quoique c'est triste aussi, hein. Mais quand on parle des gens avec les personnes concernant, ils sont quand même contents de partager leur expérience et eux aussi veulent partager leur expérience et ils se sentent reconnus et ils me remercient souvent aussi, ce où je me sens reconnue alors. Donc c'est vice versa. Ah ben c'est très bien, félicitations. Hein, donc c'est important ce que tu nous dis, c'est que finalement ce métier-là, ce n'est pas seulement regarder les accidents, c'est surtout connecter avec les personnes et arriver à établir des relations de confiance pour aller au-delà des faits et qui puissent nous livrer la vraie réalité de ce qui s'est passé derrière un incident. Et c'est cette relation de confiance avec le ressenti que tu ressens qui fait que tu aimes ce métier. C'est ça? Oui, je dirais que c'est comme ça. Bon, c'est toujours un peu plus complexe, vous pouvez vous imaginer, Sûr. mais effectivement, c'est aussi la diversité parce qu'au chemin de fer, on a aussi des métiers très divers. On a des métiers donc purement administratifs, mais différents services aussi. Donc, parler à un informaticien est peut-être un peu différent que de parler ou écouter quelqu'un qui travaille dans les voies par tous les temps par tous les météos dehors, hein, donc et qui est exposé à beaucoup d'autres risques aussi. Donc les risques sont différents par corps de métier, le type de personne, la caractéristique du métier, il est très différent. C'est ça aussi la diversité. Et puis on peut toujours réfléchir à d'autres choses pour sensibiliser. Je pense que ça c'est aussi très important. On peut aujourd'hui, il faut vraiment inciter tous les sens des personnes, des auditeurs ou celui qui assiste, des personnes qui assistent à des formations. Donc certaines aiment bien des graphiques, d'autres aiment bien des statistiques, d'autres aiment bien des couleurs, d'autres aiment bien faire des jeux. Et aujourd'hui, l'interactivité est aussi très importante. Participer à des workshops et échanger.
D'accord, donc là, on a un bel aperçu de pourquoi tu es animé et passionné par ce métier-là. Hein. Si je résume, il y a le contact avec les personnes pour pouvoir établir avec ton ressenti des relations de confiance, mais il y a aussi la diversité. Hein. On ne s'adresse pas de la même manière à un agent administratif qu'un agent informatique, qu'à un opérateur sur les voies qui subit toutes les conditions météo. Et donc, il faut trouver comment solliciter tout leur sens pour finalement établir ce contact, cette relation et faire en sorte qu'ils vont prendre soin d'eux et prendre soin de leurs collègues. C'est ça? Tout à fait, oui. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage très riche, Doris. Alors maintenant, oui, si je voudrais revenir sur quelque chose. Tu m'as dit tout à l'heure, chez CFL, il y a 3 domaines, mais tu n'as pas cité ces 3 domaines. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais citer ces 3 domaines qui sont présents chez CFL, chez les chemins de fer luxembourgeois? Oui, ben, alors au chemin de fer, il y a donc la direction activité voyageur, donc activité avec S et voyageur avec S. Ça veut dire qu'on est une entreprise de transport par train et également par bus. Hein. Et donc là, tout ce qui va autour, c'est-à-dire la mise à disposition de trains, la réparation de trains, mais également la vente de billets, l'accompagnement dans le train, les conducteurs de train. Et l'autre volet, ça c'est l'infrastructure, c'est-à-dire l'entretien des rails, la construction de rails, la construction de nouvelles lignes, la construction de nouvelles gares, arrêts. Et puis il y a, aujourd'hui c'est plutôt des pôles intermodaux. Ça c'est le futur, hein. Et puis il y a l'entreprise fret, l'entreprise ferroviaire du fret et la logistique, c'est-à-dire différents transports. Donc on a des entreprises CFL Cargo qui transportent des marchandises, mais on offre aussi des services de logistique, donc de stockage et de transport de marchandises. D'accord, donc c'est très vaste, hein, parce que ça peut aller, c'est pas uniquement le transport à la fois en bus ou en train, c'est aussi toutes les activités de réparation, de maintenance, de vente des tickets, d'accompagnement, de mise en sécurité du voyageur. C'est aussi toutes les infrastructures, donc construire de nouvelles lignes, des nouveaux ponts, des nouvelles gares. Donc ça peut être des très gros projets. Et c'est enfin le fret et la logistique, donc avec du cargo et puis des centrales pour pouvoir dispatcher aux différents clients les fournitures qui sont stockées. Donc effectivement, c'est des activités très larges. Donc ça doit être très riche en termes de diversité et de risques. Hein. C'est tout à fait ça. Et donc moi, je ne peux pas faire toute seule une coordination de la sécurité. Ça va de soi. Donc, dans les différentes directions, j'ai des collègues, donc également des responsables sécurité et des correspondants sécurité qui m'aident à renforcer la culture sécurité. Et donc, j'anime un réseau sécurité de correspondants ou d'autres animateurs sécurité. On est environ à 45 personnes. C'est très divers. C'était parfois ils ont d'autres fonctions, également qualité ou peut-être d'autres fonctions qui se rajoutent à leur fonction sécurité. En fait, ils viennent de la production aussi, hein, donc ils sont près de la production, mais parfois ils coordonnent uniquement. Donc j'ai des collègues qui m'aident à renforcer la culture sécurité au sein. J'imagine, hein, déjà piloter un scope de 6000 personnes, c'est pas rien. Avec toute la diversité là des dangers qu'on a vus, que tu nous as expliqué par rapport aux 3 activités que vous avez, j'imagine qu'effectivement un réseau de 45 responsables ou animateurs sécurité et que certains ça ne soit pas à temps complet, c'est tout à fait normal. Alors si on pouvait tu pouvais m'expliquer un petit peu justement comment c'est structuré. Donc il y a toi qui est en service support, il y a les 3 directions, les 3 domaines d'activité, les 3 directions que tu nous as citées, hein, donc activité voyageur avec un S, infrastructure, fret et logistique. Est-ce que eux, ils ont là aussi leur direction sécurité, leur responsable sécurité qui dépendent d'eux et toi t'animes en fonctionnel? Comment c'est organisé?
Oui, en effet, dans chaque direction, il y a un directeur aussi, hein, et moi je suis rattachée à la direction générale, hein, et donc chaque directeur dispose de son travailleur désigné ou salarié désigné pour responsable pour la sécurité santé des employeurs, mais on coordonne également la sécurité ferroviaire. Donc on a des experts aussi pour la législation dans le domaine de la sécurité ferroviaire. Donc dans chacun des domaines. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que nous, on est on s'efforce d'être des experts et d'apporter une fonction de support. C'est-à-dire on dispose des connaissances, des méthodes de travail, on sait ce qui existe en matière de sensibilisation et il va de soi qu'il y a quand même l'encadrant, le chef d'un service qui est responsable de sa sécurité, de son personnel et de ses sous-unités. Et de chaque unité, il y a quand même un encadrant de proximité qui peut recourir à ce service de support. Donc, je ne sais pas si... Donc, nous, on essaye d'animer, de vraiment donner des moyens pour qu'eux, ils puissent le faire et prendre leurs responsabilités. D'accord, si c'est très bien, moi de mon côté c'est très clair. Merci beaucoup pour cette présentation de la société et de son organisation. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs une expérience de transformation de culture santé sécurité que tu as réussi? Alors dans toute ta carrière, pas uniquement chez CFL, mais si c'est chez CFL, pourquoi pas? Oui, alors je pense que je vais quand même partager une expérience au CFL parce que c'est quand même plus près. Et donc j'ai commencé en 2001 au chemin de fer. Et là, le service sécurité était central, hein. C'est-à-dire quand il y avait, et j'ai travaillé, j'étais responsable au service central. C'est-à-dire s'il y avait n'importe quel problème, on appelle Doris, hein, et puis elle va résoudre le problème. C'était quand même un peu, je dirais, dans une culture sécurité plutôt réactive, hein, où je suis entrée. Et puis à ce moment-là, on s'est vraiment on a fait adjoindre donc des experts sécurité et je me suis échangée avec d'autres entreprises ferroviaires pour connaître leur approche aussi. Et puis à ce moment-là, on a recensé des statistiques, on a mis en place des méthodes de travail, on a fait des analyses de risques et sur ça, on a construit et on a fait évoluer la culture sécurité en 2008, vraiment réellement. Avant aussi déjà, mais en 2008, on s'est donné beaucoup plus de moyens et on a constaté qu'on est encore dans la phase dépendante, mais vraiment dépendant, hein, c'est-à-dire suivant la courbe Bradley, c'est-à-dire qu'on donne des formations, qu'on se donne des moyens, mais que la sécurité n'est vraiment pas encore une valeur clé inhérente ou qui est vécue par chacun de l'entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas encore le cas, hein, parce qu'on s'est fait évaluer, donc on s'est dit on va se faire évaluer tous les 5 ans. Et maintenant, la dernière évolution, on a constaté, oh, on avance quand même. Ça, c'est quand même bien. Donc, on évolue, mais on n'est pas encore là où on souhaite être, hein. C'est-à-dire que la culture sécurité, elle change quand même lentement, hein. Il faut dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de défis. Donc, il y a chaque année 400 nouveaux employés et 200 employés qui partent. Donc, avec eux, il y a quand même une certaine expérience aussi qui part. Donc, il faut quand même garder le cap. Et puis, il y a beaucoup de changements. Donc, je pense qu'on fait beaucoup de chantiers parce qu'il faut construire des nouvelles gares, des nouveaux arrêts pour être prêt, hein, pour le futur, parce qu'il faut bien proposer une méthode de transport alternative avec peu d'émissions CO2 et contribuer au changement climatique aussi. Ça, c'est aussi un de nos aspirations quand même, de ne pas uniquement être vert, mais contribuer activement. Donc, il faut que ça soit attractif. Et là, on a à faire beaucoup de chantiers, beaucoup d'infrastructures. On est un peu derrière, oui.
D'accord. C'est Donc, ça. si je résume, hein, c'est dans ma compréhension, quand tu es arrivé en 2001, c'était plutôt une culture très réactive. Donc, un problème de sécurité, on appelait Doris et c'était à Doris de régler. Et donc, tu as commencé à faire du benchmark, à faire de l'analyse des risques, à recueillir des statistiques, à compiler un petit peu tout ça. Et en 2008, vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes fait accompagner par une société pour petit à petit bouger vers la phase de dépendance où vous êtes encore actuellement, mais vous continuez à travailler. Alors oui, alors dis-moi Oui, non, si c'est tout à fait vrai. Mais maintenant, on est vers l'indépendance. Donc, on est sur le excellent. cap. Il faut sauter. Le cap est très difficile à sauter, je pense, vers l'indépendance. Mais on a la direction fret. Elle est déjà bien avancée et elle est déjà dans l'indépendance. Donc, il y a des services qui sont déjà dans l'indépendance et d'autres qui ne le sont pas encore. Oui. D'accord. Alors, Et tout ça, ça met du temps parce qu'effectivement, il y a de nombreux défis. Hein. Vous avez 400 entrants, 200 départs avec des pertes aussi de connaissances, d'expertise, et puis de nombreux chantiers pour faire évoluer tout ça. Donc en fait, vous progressez dans cette courbe de Bradley lentement, mais sûrement. Et il y a certains services qui vont plus vite que d'autres. oui. D'accord. Alors, c'est quoi les conditions de succès justement des services qui vont plus vite? Qu'est-ce qui se passe dans ces services qui fait que ça va plus vite? Oui, alors ça c'est une bonne question. Bien sûr, on nous l'a posé aussi et on s'est posé la question et on favorise d'ailleurs l'échange. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une personne qui a témoigné de comment elle a réussi à devenir donc indépendant ou à faire migrer la culture sécurité vers l'indépendance. Elle était beaucoup plus présente sur le terrain. Tous les jours, ça c'est le responsable a fait le directeur de l'entreprise en fait, de logistique. Elle était beaucoup plus présente tous les jours. Il y a une relation de confiance qui s'est établie. Et puis, elle a vraiment posé des bonnes questions. Et à la fin, après un certain temps, les gens sont venus vers lui et ont proposé des propositions d'amélioration. Et il s'est fixé aussi un objectif, 0 accident pendant 2 ans, qu'il a réussi. Et donc, et maintenant, ça a bien motivé son personnel. Ils ont fait aussi une sorte de reconnaissance. Chacun a reçu une tasse où il y a écrit 2 ans sans accident. Et chez lui, les résultats sont très bons parce qu'il a fait un suivi aussi régulier de la sécurité. Mais bon, c'est plus facile parce que lui aussi, il a donc un hall ou comment se dit, un site fixe où il peut passer tous les jours parce que c'est très près de son bureau. Si maintenant on souhaite renforcer la culture sécurité auprès de personnes qui travaillent dans les voies ou qui sont à plusieurs groupes dispersés dans tout le pays, il faut penser à un autre moyen ou bien pas le même moyen, c'est-à-dire la présence terrain est très importante pour moi, mais il faut peut-être bien planifier pour être vraiment présent des personnes. C'est pas si simple de descendre l'escalier de son bureau et d'être tout de suite présent dans le hall, là où les personnes travaillent. C'est ça aussi un challenge à mon avis. D'accord. Donc là, il y a un contexte particulier pour ce département fret, mais ce qui est intéressant dans les éléments qui sont importants pour lesquels vous avez fait un témoignage où la personne a témoigné justement de son expérience, c'est que déjà il s'est fixé un objectif, donc il a défini une vision 0 accident avec un milestone au moins d'obtenir 2 ans sans accident. Donc déjà ça focalise, on va dire, les énergies. Ensuite, il a fait une présence terrain, il a connecté avec les gens pour établir un lien de confiance, il a posé des questions, mais les gens après sont venus à lui pour proposer des améliorations qu'il a mis en place en faisant un suivi et petit à petit, comme ça, il a engagé une dynamique de coopération qui a fait qu'ils ont atteint leur objectif et maintenant ils ont pu faire des célébrations et coopérer. Et ce que tu nous dis, c'est que c'est plus facile quand c'est un site sur lequel on peut se déplacer. Par contre, c'est un peu plus, c'est différent. Il faut trouver des méthodes différentes de présence du leader sur le terrain pour les activités qui sont dispersées. Alors justement, quelles sont les idées ou les initiatives que vous lancez
pour les départements ou les directions où les personnes sont dispersées. Comment vous procédez? Oui, ben, dans toutes les enquêtes qu'on a réalisées, donc on a fait des enquêtes pour évaluer la culture sécurité avec des experts sécurité. Ça s'est traduit par des interviews sur site, par des observations, mais également par une enquête anonyme online. Et on a fait de même avec l'Agence européenne ferroviaire qui met online aussi un questionnaire auquel on a participé. Et aussi en interne, on mesure la satisfaction de nos employés. Et toutes ces enquêtes ont montré que l'employé souhaite que le leadership de son encadrant soit meilleur. Leadership, je dois l'expliquer, c'est être présent, être à l'écoute, recadrer, mais aussi motiver, reconnaître aussi les efforts que les personnes font, parce que souvent les employés font de bons efforts ou des améliorations et personne ne le voit. On voit uniquement ce qui ne va pas bien. Là, on se déplace sur le site et c'est ça, en fait. On s'est rendu compte, il faut travailler sur les soft skills, c'est-à-dire sur le savoir-être. C'est pas uniquement les compétences techniques qu'il faut du personnel encadrant, mais ça nous manque. Et c'est pour ça qu'on s'est doté des moyens pour le faire. Donc D'accord. Alors, on reparlera tout à l'heure du leadership, mais c'est bien déjà que tu l'aies emmené, et surtout la manière là que tu expliques, c'est que vous faites des évaluations un petit peu à 360 degrés, je dirais, avec interview, observation, enquête anonyme, mesure de satisfaction. Donc, enquête anonyme avec la société de consulting que vous utilisez, mais aussi avec les questionnaires en ligne de l'agence ferroviaire luxembourgeoise. Donc, vous utilisez toute une panoplie d'outils pour vous permettre d'avoir une vue à 360 et d'identifier les leviers qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur de maturité. Et là, dans les leviers que vous avez observés, c'est qu'il faut travailler les soft skills, donc pas uniquement avoir de la compétence technique, mais aussi avoir du savoir-être. Et c'est ce que vous appelez le leadership, on en reparlera tout à l'heure, donc être présent sur le terrain, savoir recadrer, motiver et aussi reconnaître. Donc on approfondira ça tout à l'heure. Je te remercie beaucoup pour le partage de cette première expérience réussie, Doris, et félicitations, hein, parce que c'est jamais facile de conduire une transformation de culture. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous partager aussi une expérience qui n'a pas réussi de transformation? Donc là aussi, nous repositionner un petit peu la situation initiale, les défis que tu as dû relever, les étapes clés et les facteurs, selon toi, de non-réussite et les apprentissages. Oui, ce qui n'a pas réussi, on le constate par exemple, où c'est très triste quand il y a vraiment un accident grave, hein. Donc en 2023, on a un accident grave pendant la nuit, pendant un chantier ferroviaire. Une personne a été heurtée par un train en mouvement et elle a perdu ses pieds. Et donc ça c'est quand même c'est très grave pour lui, pour sa famille, parce qu'il était à quelques mois de sa retraite. Et c'est d'autant plus dramatique hein, en fait. Hein. Et puis on a essayé d'analyser cet accident. On a constaté que quand il y a un accident, on ne peut difficilement apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on dit toujours apprenez d'un presque accident. C'est tout à fait vrai, parce que quand il y a des enquêtes judiciaires qui sont en cours, les personnes sont moins enclins à partager ce qui s'est vraiment passé. Et puis il faut dire que les témoins de proximité lors d'un accident, ils sont également sous choc ou bien en maladie, hein, parce que quelque chose comme ça, c'est difficile quand même à travailler, parce qu'on est atteint psychiquement aussi. Bon, ça sont des choses où on se dit, oui, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on a fait tellement des efforts et pourquoi ils n'étaient pas conscients du risque? Pourquoi on ne travaille pas ensemble? On l'analyse et puis on constate que les uns ne parlent pas avec les autres. Et puis, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu quelque chose de certaines méthodes de travail et on se rend compte que au niveau de la communication,
c'est difficile à transmettre des méthodes de travail jusqu'au dernier niveau et aussi tout ce qu'on a. On a des bons outils, mais ils ne sont pas toujours utilisés. Hein, pourquoi? Parce que on n'arrive pas à le communiquer. Pourquoi? Parce que il y a peut-être dans certains services des leaders qui sont pas très bien ou pas assez bien, ou le chef de service n'est pas engagé, ou bien ce n'est pas la priorité de certains encadrants, ou ils ont d'autres problèmes, et donc des problèmes de production, et ils ne savent pas peut-être fixer les priorités, et donc ils ont besoin d'être encadrés, écoutés, et on se rend compte que, alors bon, pendule à zéro, hein, il faut se remettre en question et peut-être trouver d'autres moyens et comment on peut les amener encore mieux dans le voyage vers la vision zéro. D'accord. Donc effectivement, comme tu le soulignes, quand il y a un accident grave, ça a des conséquences pour la personne, mais aussi pour sa famille. Et c'est souvent un choc, un traumatisme pour la personne, pour sa famille, mais aussi pour les témoins, pour l'organisation aussi parfois. Et c'est vrai que quand ça arrive, et je te remercie beaucoup de partager cet exemple, on se remet en question qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et là, dans ce que tu nous dit, c'est que quand la justice s'en mêle aussi, c'est on n'a plus la même relation de confiance qui s'établit, et donc tous les faits ne sont pas remontés parce que il y a des choses que judiciairement on peut pas communiquer ou qu'il ne faut pas communiquer par rapport aux avocats et la conséquence que ça pourrait avoir. Donc ça devient beaucoup plus difficile. Néanmoins, il ressort que là, dans ce cas-là, il y a à la fois un problème dans la communication. C'est difficile de descendre les méthodologies jusqu'à l'opérateur, les méthodes de travail. Même si vous avez des bons outils, ils sont pas forcément utilisés parce que la personne n'en a pas connaissance. Et tout ça, ça remonte donc au leader qui, peut-être n'est pas engagé, c'est pas sa priorité, ou qui doit gérer d'autres problèmes. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez identifié. Donc problème de leadership, problème de communication. Alors comment vous avez décidé de travailler sur ces deux aspects-là concernant, par exemple, cet accident? Pardon. Oui, alors. Donc on a créé il y a 2 ans, je pense à peu près, un nouveau service qui s'appelle Leadership, et on a engagé donc 2 personnes et eux ils mettent en place des formations de leadership à tous les niveaux hiérarchiques. Bon, il s'agit de différentes formations aussi, hein. Et donc pour vraiment pour renforcer les compétences non techniques du personnel encadrant justement, et bon, alors c'est ça en fait. Et je donne des formations relatives aussi, des formations de safety leadership. Au début, je n'avais pas beaucoup de succès avec mes formations, et bon, la première année, ça allait, c'est encore une formation, et puis on les a rendues obligatoires. Maintenant, c'est déjà un peu mieux, et ceux qui sont dans la formation, qui assistent à la formation, me disent pourquoi mon chef ne vient pas dans cette formation, et je pense qu'on va étendre aussi un peu le nombre de formations. C'est pas uniquement moi qui donne des formations de leadership. Moi, c'est plus ciblé leadership safety, hein, accès sécurité, parce que bien sûr, ça nous ramène également à prévenir des accidents, le safety leadership. D'accord. Alors, comme c'est la deuxième fois que tu me parles de leadership, on va aborder la question tout de suite parce que c'est un élément fondamental dans la transformation d'une culture. Enfin, selon moi. Après, moi, je vais t'écouter. Donc, pour toi, c'est quoi un leader santé et sécurité? Comment tu pourrais définir un leader qui va favoriser la transformation de la culture santé et sécurité?
Je pense que d'abord, il dispose d'une formation dans le domaine de la sécurité parce qu'il doit quand même connaître les outils, les méthodes. Il doit savoir qu'est-ce que ça veut dire arbre des causes, comment on analyse un accident de travail, qu'est-ce que ça veut dire une analyse de risque. Euh, et puis, il doit aussi disposer d'une faculté de bonne communication, c'est-à-dire, je pense aussi qu'il doit être à l'écoute, puis il doit savoir communiquer, et il doit aussi faire ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire, il est droit, et puis il est courageux aussi, parce que parfois il doit dire, ah non, ça ne va pas comme ça, je vais fermer le chantier, et puis, c'est-à-dire qu'on peut pas toujours se faire des amis en tant que responsable sécurité. Ça, il faut en être conscient. Hein. Et aussi, quand on va parler à son responsable supérieur hiérarchique et dire, écoute, j'ai des problèmes là où ça coince, il faut aussi savoir proposer des solutions. Hein. Sinon, il sera pas content non plus, parce qu'on vient souvent quand même avec des problèmes à résoudre. Hein. C'est pas toujours très gai, hein, ce qu'on constate dans le domaine. Et il faut quand même être aussi honnête, je pense, hein, et dire les choses comme elles sont. Et aussi tenir sa parole, hein, dire aussi aux employés, bon, écoutez, je ne peux pas le résoudre parce que il n'y a pas de budget, parce que ce n'est pas planifié. Et comme ça, on crée aussi une confiance entre les employés et le leader. Bon, je pense aussi qu'il doit être persévérant parce que parfois, on fait quelque chose, on établit tout un projet et on constate, oh, c'est pas, ce n'est pas utilisé, peut-être un jeu de cartes fantastique pour sensibiliser des unités. On s'imagine déjà qu'ils sont en train de regarder les cartes, qu'ils vont s'asseoir et en parler pendant la pause de midi. Or, pendant la pause de midi, ils font quand même autre chose et le jeu de cartes, ils s'entassent dans l'armoire et puis on se dit, pourquoi personne ne les demande? Alors bon, c'était une fausse piste. Hein. Alors il faut être persévérant et recontinuer. Et parfois, il y a aussi d'autres projets plus importants qui n'aboutissent pas. Hein. On a mis en place toute une formation et après, le responsable hiérarchique dit non, on ne va pas poursuivre cette formation. Donc, il faut accepter des défaillants, on commence à se dire, quand ça ne marche pas. Et puis être résilient aussi, hein, et se ressourcer, et puis recommencer. Je pense que je suis quelqu'un de très persévérant. Oui, moi c'est ce que je nomme le cycle essai, erreur, ajustement, persévérance, et qu'il faut être capable de reproduire plusieurs fois parce que ça marche pas du premier coup, et c'est ce que tu essayes de nous dire. Et la résilience, c'est être capable de répéter plusieurs fois ce cycle, et souvent beaucoup abandonnent dès les des premiers échecs. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'une des qualités du leader, c'est d'être capable d'être persévérant et de faire preuve d'une certaine résilience pour, dans le temps, malgré les obstacles, continuer et persévérer en ajustant quelque peu les outils ou la démarche ou la méthodologie. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication de ce qu'est pour toi un leader santé-sécurité. Donc, si je résume, et c'est très riche, c'est pour ça que je me permets de faire un petit résumé, il faut que ça soit quand même quelqu'un qui ait des bases en matière de santé et de sécurité, qui sache ce que c'est qu'une analyse de risque, un danger, un risque, évaluer les risques, qui sache aussi analyser un accident, c'est quoi un arbre des causes, et après, il doit avoir des compétences essentiellement de communication qui doivent lui servir à un mot que tu utilises beaucoup depuis le début, à établir une confiance avec les salariés. Et c'est ce lien de confiance qui va lui permettre à un moment donné de mieux les orienter vers la prévention des accidents. Et pour ça, ils doivent développer la capacité d'écoute, la capacité à être exemplaire, la capacité à être courageux pour pouvoir se dire je vais arrêter un chantier là parce que j'ai plus les moyens ou que les conditions sont pas bonnes, de pouvoir aussi proposer des solutions, donc d'être créatif et de ne pas être figé dans son cadre.
de tenir sa parole, d'être honnête, et puis la notion qu'on vient de discuter de persévérer et de résilience. Merci beaucoup pour cette description du leader santé-sécurité, Doris, parce que ça va aider les personnes si elles veulent aussi construire des modules pour développer les soft skills de leur leader, à avoir des thématiques qu'ils pourraient utiliser. Donc bien évidemment, les thématiques, vous les avez choisies, je le redis encore, par rapport à une analyse que vous avez faite à un instant donné de ce qui manquait et de ce que vous deviez développer pour passer au niveau supérieur. Merci beaucoup pour ce partage-là. C'est vraiment très riche, Doris. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les outils ou les techniques qui sont pour toi indispensables pour construire une culture santé-sécurité? Oui, alors j'ai beau à dire comment on doit être un safety leader, on en a parlé, les compétences, mais il faut dire que, et ça on oublie quand on est dans le travail quotidien et qu'on réalise ses tâches et quand on est dans son monde, il faut quand même dire que j'ai un bon support de la direction générale, auquel je peux avoir recours. Et il faut dire que l'entreprise s'est notée dans sa stratégie la sécurité. Ça veut dire que les moyens sont mis à disposition par la société. Et donc c'est une volonté, c'est une priorité de la société. Et là, je peux quand même toujours avoir recours à ça. Je peux toujours dire, bon, écoutez, c'est un objectif stratégique. Et également, les encadrants ou les chefs de service, ils ont tous cet objectif dans leur objectif également, décliner la stratégie dans leur objectif personnel à atteindre. Et je pense que ça, c'est important. Sinon, si l'entreprise ne met pas les moyens financiers, les moyens budgétaires, les moyens personnels à disposition, on ne peut pas avancer. Et on crée une culture sécurité. Et je pense que les CFL ont compris que la sécurité, c'est un moteur pour vraiment améliorer aussi les autres domaines, parce que ça entraîne d'autres améliorations dans le domaine de la qualité, pour être plus ponctuel, dans le domaine du service, dans le domaine de la productivité, dans le chantier. Bon, je ne veux pas dire que tout marche très bien, mais je pense qu'ils ont reconnu que c'est un moteur qu'on peut utiliser. Et quand il y a, je ne sais pas, un grand projet, il faut d'abord définir le processus, le faciliter, et souvent la sécurité est un initiateur pour pouvoir faciliter ou rendre plus simple et plus efficace un processus. Ça aussi, ça joue. Mais bon, j'ai pas répondu tout à fait à la question. Alors si, en partie, parce que ça fait partie des éléments qui sont indispensables pour faire cette transformation, et il est important. Enfin, moi, je pense qu'il est important. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est le leader de l'organisation, donc là, en l'occurrence, le DG, qui, à un moment donné, aussi porte cette transformation et le met comme une volonté, tu as dit une priorité, mais aussi un objectif stratégique qui va servir de moteur pour améliorer tous les autres domaines. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est capital, parce que ça peut aider des leaders, des directeurs de site ou des autres directeurs généraux à comprendre leur rôle dans ce domaine-là. Donc, si, pour moi, tu as commencé à répondre à la question, alors, bien évidemment, je te laisse, mais c'était vraiment un point important et je te remercie de l'avoir précisé. Oui, merci. Je pense aussi que c'est très important et j'en suis très reconnaissante aussi de pouvoir travailler dans une entreprise qui se donne des moyens, parce que je vois souvent d'autres entreprises avec lesquelles je m'échange et j'identifie aussi ce manque de volonté par la direction. Et souvent on rencontre alors des safety leaders très engagés, très motivés, qui ne peuvent pas toujours avancer comme ils veulent. Et ça, c'est très frustrant aussi, je dois dire, pour ces personnes. Et ça, c'est parce que l'entreprise n'a pas la réelle volonté de mettre en place une culture sécurité.
Hein, ça, c'est D'accord. important. Bon, les clés, pour nous maintenant, après la dernière évaluation aussi de la culture sécurité, on s'est dit, oui, on a déjà un plan d'action rempli vraiment de beaucoup d'actions. On peut s'imaginer avec une grande entreprise, avec les différentes directions, mais on va se focuser sur 3 principaux clés, et c'est la présence du terrain, la conscience du risque, et cascader les objectifs de moyens. Je pense que tu vas me demander qu'est-ce que ça veut dire, les trois clés, peut-être, hein, je ne sais pas. Oui, absolument. Vas-y. Alors la présence terrain, je pense que c'est très important, et je vois aussi maintenant, comme on l'a dit, c'est notre safety rail map, ça veut dire notre feuille de route pour les 5 années à venir, pour devenir indépendant dans la culture sécurité, c'est faire des actions autour de ces 3 principaux thèmes. Hein. Et donc, j'ai constaté que les chefs de service, ils ont maintenant ça dans leur objectif, présence terrain. Et la présence terrain, j'ai constaté que ça ne veut pas dire la même chose pour chacun. Et donc, il y a un qui m'a demandé dernièrement, Doris, est-ce que toi aussi, tu as comme objectif la présence terrain? Je dis oui, hein. Et puis il m'a dit oui, j'étais dernièrement sur le chantier de construction de nouveaux ponts et j'ai constaté qu'il y a un grand abri pour les bus. Et après je me suis dit oui, il a fait une visite terrain, pas une présence terrain. Donc, il faut vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire présence terrain et comment on fait la présence terrain. Et j'ai réfléchi à faire même ça paraît banal, mais peut-être il faut une formation pour faire une présence terrain. Hein. Comment on fait une présence terrain? Comment on se prépare? Comment on fixe un rendez-vous? Comment on le fait de manière systématique? Quelles questions on pose? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va juste quand il fait bon dehors et quand on fait une visite terrain pour savoir comment le chantier avance? Ou est-ce qu'on aborde les personnes qui sont là et qui travaillent? Et comment? Et qu'est-ce qu'on en fait de ces constatations? Comment on observe? Et est-ce qu'on va à la fin de l'année pour satisfaire l'objectif? Ça c'est des questions. C'est le premier point, présence terrain. Ça c'est qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et deuxièmement, c'est la conscience du risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conscience du risque? Oui, c'est renforcer la conscience du risque de chacun. Ça c'est compliqué. On voit que la conscience du risque n'est pas du tout présente. Quand on est dehors, on voit tout le monde regarder sur son portable, sur son mobile. On descend avec le mobile les escaliers, on traverse les routes. D'ailleurs, les rues, quand il est à le rouge, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Hein. On traverse, mais il n'y a personne qui est conscient du risque. On peut être écrasé par une voiture. Hein. Donc ça, c'est la conscience du risque. Hein. Comment on rend conscient un collègue qu'il y a un risque tout le temps, à chaque seconde, qui vous guette autour de votre travail. Ou peut-être que vous ne voyez pas. Ou peut-être que vous avez fait 1000 fois votre tâche et vous avez oublié. Vous n'êtes plus conscient du risque. Parce que tous les jours, ça marche. Mais un jour, ça ne marche pas à cause de... Et puis le troisième point, c'est cascader les objectifs. Nous, on a beau avoir des objectifs et une vision zéro accident, mais la personne qui encadre peut-être 2-3 personnes sur, je ne sais pas, une unité de réparation, de climatisation, de train. Lui, qu'est-ce qu'il fait pour la sécurité? Donc, il doit aussi se donner un objectif. Lui, qu'est-ce que c'est cascader un objectif de moyen? Un moyen, ça veut dire pas uniquement un chiffre. Ça veut dire qu'est-ce que toi tu fais personnellement pour contribuer à la vision zéro accident. Mais je fais tous les jours un contact sécurité avec mon personnel.
Ça, c'est un objectif de moyens où j'augmente le nombre de mes contacts sécurité, où je vais sur le terrain. Ça, c'est un objectif de moyens. Ça, c'est les 3 points. Et c'est les 3 clés maintenant pour notre société, pour faire avancer la culture sécurité pour les 5 années à venir. D'accord. Bah écoute, c'est vraiment très bien, hein. Donc tu as commencé par un point qui ne fait pas partie de ces 3, mais tu nous as rappelé qu'il faut un support de la direction générale, hein, et qu'il faut se donner les moyens pour réussir, et que ça doit être affiché comme une volonté, une priorité avec un objectif stratégique, et que c'est porté par la direction générale qui peut y voir un moteur pour améliorer tous les autres domaines. Donc ça, c'était hors des outils, mais c'est l'outil fondamental qui existe. Et après, suite donc à votre évaluation, réévaluation de votre maturité, il y a 3 axes pour la feuille de route à 5 ans qui se sont dessinés: la présence terrain, la conscience du risque et la cascade des objectifs de moyens. Et ce que tu te rends compte là, c'est que définir des concepts, c'est bien, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que la personne doit faire? Comment elle doit le faire? Qu'est-ce qu'on attend réellement d'elle? Et donc ça, c'est ce que tu vas développer, j'imagine, dans les mois, les années à venir, pour faire vivre cette feuille de route, pour vous permettre d'aller à votre prochain niveau de maturité. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce partage très riche. Alors, si tu avais 3 conseils à donner à un responsable prévention, ou à un directeur de site, ou à un directeur général, ou à un directeur d'unité, pour réussir une transformation culturelle, ça serait quoi tes 3 conseils? Premièrement, c'est fixer la sécurité comme une priorité stratégique. Donc vraiment, la volonté et se donner les moyens irrélatifs, hein. Au début, c'est peut-être important, mais il va gagner sur le temps parce qu'il va avoir aussi un gain en productivité relié à la prévention des accidents. Deuxièmement, montrer l'exemple, ça veut dire vivre aussi la prévention sécurité. C'est lui-même qui va sur site, c'est lui qui porte les équipements de protection visibles. Et puis, il intervient aussi, hein. Il écoute, il s'intéresse aux problèmes auxquels sont confrontés les salariés, et lui, il participe activement aussi, vraiment à faire partager ses expériences dans le domaine de la sécurité. Je pense que ça c'est important, c'est un grand début, et je pense que s'il fait ça, il peut avancer dans la culture sécurité. D'accord, super. Ben, merci pour ces conseils, hein. Donc, fixer la sécurité comme une priorité stratégique et montrer l'exemple, ça veut dire être présent sur le terrain, comme tu le disais, au quotidien, s'intéresser, questionner, intervenir, participer activement et agir. Donc, merci pour ces conseils. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que tu disais que vous aviez la vision 0 accident chez CFL. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Quand vous avez défini cette vision 0 accident, comment vous vous y êtes pris, et c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de la vision 0 accident? Oui, la vision 0 accident, je pense que c'est une démarche européenne, mais notre État l'a repris dans 0 accident aussi. Nous, on a aussi l'inspection du travail des mines qui a dit on a une vision 0, et toi aussi, David, tu l'utilises dans ton livre, hein, Oui. 0 accident. Et je trouve que c'est simple, on le comprend. Et puis on s'est dit bon, de toute façon, on va signer aussi, s'engager aussi à contribuer. Et comme une grande entreprise qui a les moyens, qui se donne des moyens, doit vraiment, je pense que c'est même une responsabilité pour nous de partager les bonnes pratiques avec des entreprises qui ont moins de moyens, moins de personnel. Et nous, on a fait nos preuves, quoique il y a toujours de l'amélioration à faire, hein. Et donc, on s'est greffé aussi, nous, vision 0, hein. L'avantage, je pense que on a notre focus, grand focus, et on le répète, et on répète, et je pense que ça entre quand même un peu dans la tête des personnes. Ça reste ancré, hein, et on fait
Mais bon, il y a les critiques aussi, hein, les inconvénients qui me disent, oh, mais Doris, mais qu'est-ce que tu dis, zéro accident, c'est pas possible. Alors, on explique toujours, oui, d'abord, c'est une vision, hein, on fait tout pour l'atteindre, hein, et deuxièmement, imaginez si vous analysez un accident qu'on a eu, n'importe quel accident, et on élimine ça et ça et ça et ça, et puis à la fin, on se rend compte, oui, on aurait pu éviter cet accident, hein. Quoique c'est facile à dire, hein. Je pense qu'il y a toujours des risques, mais on peut avoir un zéro accident aussi, hein, parce qu'on élimine les risques. Oui, 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 Je sais pas. absolument. Ben, merci pour ce partage, hein, effectivement. Alors, il y a beaucoup de croyances, moi j'appelle ça les croyances limitantes, hein, de gens qui disent que c'est pas possible parce qu'effectivement, ben, l'élément essentiel, c'est le risque zéro n'existe pas. Donc, si le risque zéro n'existait pas, il y a forcément des blessés. Mais après, on a aujourd'hui, ben, comme tu le dis, tout un tas de connaissances. Alors, rétrospectives, hein, ça c'est le biais de rétrospection. C'est toujours facile de dire après qu'on aurait pu faire ci et ça. Et au moment où on y est, on essaye de prendre les meilleurs choix. Mais toujours est-il qu'avec l'expérience, on accumule quand même une quantité de connaissances, une quantité d'expertise que on doit pouvoir maintenant mettre à contribution, qui doit nous conduire de mieux en mieux à aller vers cette vision du zéro accident. Et tout à l'heure, tu nous l'as démontré, hein, c'est possible puisque vous avez un département complet qui a obtenu plus de 2 ans sans accident. Donc c'est aussi montrer que c'est possible pour casser cette croyance limitante. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, selon toi, pour maintenir zéro accident longtemps, c'est quoi les 3 facteurs clés de succès? Alors, je pense qu'il faut toujours répéter, continuer, ne jamais lâcher. Maintenant j'ai perdu un peu le fil. C'est-à-dire qu'il faut montrer toujours l'exemple et continuer la démarche et puis engager les autres, aller sur le terrain et accompagner aussi et savoir ce qui se passe réellement sur le terrain parce que on pense aussi parfois que tout va bien si on n'entend rien, mais quand on va sur le terrain, on se rend compte, oulala, c'est quand même important de résoudre ce problème parce que celui-là entraîne un autre et ça démotive aussi les gens et ils sont confrontés quand même quotidiennement à résoudre des problèmes, je trouve, hein, et de trouver des solutions. Parfois, il n'y a même pas des solutions et il faut accepter à vivre avec certaines solutions et ça, c'est important d'être près de ses collègues et d'encadrer ces personnes pour qu'ils perdurent aussi et qu'ils ne perdent pas la motivation aussi et pour leur donner la reconnaissance qu'ils méritent aussi dans leur travail quotidien. Et comme ça, ils s'engagent aussi. Et quand on donne quelque chose, ils redonnent aussi quelque chose. Ils respectent les règles. D'accord. Écoute, merci pour le partage de ces 3 facteurs. Hein. Donc répéter, hein, parce que il faut que ça rentre. Et si on arrête, hein, donc ne jamais justement arrêter, hein, continuer, persévérer, ce qu'on discutait tout à l'heure, cette persévérance et cette résilience qui est tant important. Et puis surtout, et ça c'est important, hein, la sécurité n'est pas une théorie, c'est pas des procédures rangées dans des classeurs, c'est la réalité du terrain. Et donc tout le temps être connecté à cette réalité du terrain pour capter les signaux faibles, les choses qu'on ne voit plus ou qu'on ne veut plus voir ou qu'on ne veut pas voir, pour prendre le courage d'aller les traiter et d'aller les résoudre. Donc merci pour ça. Alors, on a abordé la culture, on a abordé le leadership. Vous avez de nombreux programmes de développement du leadership. J'aimerais maintenant qu'on aborde l'état d'esprit. Alors, c'est quoi pour toi les caractéristiques d'une personne qui a un bon état d'esprit, santé, sécurité? Alors, je pense que la personne doit être positive, hein. Ça, c'est très important parce que si on n'est pas positive, on ne peut pas
aborder et résoudre des problèmes, hein. Et je pense que c'est aussi pas très gai de parler avec une personne qui parle toujours de oh je suis triste, oh ça va pas très bien. Et donc on ne cherche peut-être pas être ami ou la présence d'une personne. Donc il faut quand même bien se traiter soi-même pour bien traiter les autres, on dit toujours. Je trouve que ça c'est important, de veiller à ce qu'on se porte bien pour pouvoir bien communiquer, pour pouvoir, oui, bien se contrôler aussi, parce que nous aussi on a des jours où on se dit, oh là là, j'en ai assez, donc il faut quand même être dans se savoir mettre dans un bon esprit aussi pour les formations, hein, quand on doit être de bonne humeur pour entraîner les personnes et pour que les gens ils aiment bien être et suivre la formation. C'est parce on ne veut pas faire perdre du temps, on veut transmettre du savoir et donc il faut créer l'environnement pour. Hein, donc savoir les mettre en bonne humeur pour être prêt, pour pouvoir apprendre, partager, ça c'est important, je pense. Euh, oui, toujours ne pas se laisser quand il y a des choses qui ne vont pas bien, essayer de se ressourcer et puis de savoir se remettre en question aussi, hein. Donc nous, on n'est pas infaillible, hein. Même si on a beaucoup d'expérience, on apprend tous les jours. Hein. Et il faut être ouvert aussi pour emprunter d'autres méthodes, d'autres pas. Je pense que ça c'est important aussi pour savoir se remettre en question, oui, et ne jamais dire oh maintenant j'en ai assez, hein, je vais plus jamais continuer parce que ça n'a abouti à rien. Oui, il y a des projets qui n'aboutissent pas, hein, ça arrive, hein, et puis dans quelques années, on l'a dit, hein, il faut mettre là une signalétique, ils disent non, 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 pas question, et après 3 ans, eux, ils reprennent notre idée, et puis ils la mettent en place, ils disent oui, super, c'était notre idée. Alors bon, il faut sourire intérieurement, et on sait que ça vient de nous, mais bon, c'est notre job, partager et que les autres reprennent cette idée. En fait, c'est ça. Il faut aussi être un peu altruiste. Et ça, c'est notre travail en tant que safety leader. C'est-à-dire renforcer les compétences des autres pour que eux, ils puissent véhiculer le message de la sécurité. D'accord. Alors c'est très riche, hein. Moi j'ai résumé ça en 3 grandes caractéristiques de l'état d'esprit. Être positif, donc déjà bien se traiter soi-même pour bien traiter les autres, savoir se contrôler, se maîtriser, savoir switcher son état d'esprit pour se remettre dans des dispositions positives, parce que l'état d'esprit c'est quelque chose qui fluctue, savoir se ressourcer, donc tout ça c'est pour être positif. Il y a un côté sur l'ouverture pour pouvoir se remettre en question, et puis il y a un côté sur le partage et l'altruisme, et pour développer, pour renforcer les compétences des autres, pour qu'à un moment donné, on a mis la graine dans leur tête, et puis elle a germé, mais on sait que c'est nous qui avons mis la graine, mais c'est eux qui en récoltent les fruits à un moment donné. Donc merci beaucoup pour cette définition de l'état d'esprit, les caractéristiques de l'état d'esprit qui est favorable. C'est vraiment très riche. Je te remercie beaucoup, Doris. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais, on va rentrer dans un peu plus d'intimité, est-ce que tu pourrais nous partager un des plus grands risques que tu as pris de toute ta vie? Oui, au niveau personnel, tu as dit, ça compte aussi, hein. Oui, ça compte dans tous les domaines, ça compte. On est une personne, quel que soit. Alors, c'est vrai qu'on nous sépare, on nous met dans des cases. Il y a le métier, il y a la famille, il y a les amis, mais à un moment donné, on n'est qu'un. Et dans tous ces contextes, dans tout ce qui nous constitue, on peut avoir pris des risques avec des amis, en famille, personnellement. Oui. Donc, je te laisse choisir ce qui te convient le mieux.
Je pense que c'était qui m'a marqué dernièrement. Je pense que c'était un grand risque. C'était ma maman qui est psychiquement malade, qui est âgée aussi, à laquelle se greffe une démence, et elle était dans une maison de retraite parce que je ne pouvais plus m'en occuper moi-même toute seule. Et puis on a dû changer de maison de retraite. On était allé dans une maison de soins et après 3 semaines, ça n'allait pas du tout. Et elle a voulu faire une fugue et je l'ai aperçue près de la grille de la sortie de cette maison de retraite en train de crier par hasard. J'étais avec ma voiture, je passais et il y avait un aide-soignant à côté d'elle et qui a dit non, 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 vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas sortir. Et puis elle m'a vue et puis elle m'a dit je ne veux plus te voir toi-même aussi parce que toi tu m'as mis ici, je veux aller à la maison. Et puis je ne savais plus quoi faire. J'ai ouvert la porte de ma voiture et je suis allée à notre maison parentale qu'on avait encore pendant ces 2 ans. La maison était inhabitée. Il y avait l'eau qui était déjà brune et tout, hein, c'était pas chauffé. Et bon, j'ai téléphoné à la maison de retraite et puis j'ai dit bon, je vais ramener ma mère en 2 heures après qu'elle s'est calmée. Et puis l'infirmière m'a dit bon, écoutez. Avec ce qui s'est passé, on va interner votre mère dans une psychiatrie. Et moi j'ai dit alors je ne vais plus rentrer chez vous. Je vais garder ma mère à la maison. Et puis bon, il y avait vice versa, des entretiens. Et le lundi, j'ai dit je vais quand même amener ma mère à la maison de soins parce que c'était très difficile avec les médicaments. Elle est à 100% dépendante. Et j'étais toute seule, jour et nuit, avec ma mère. Hein. Dans une maison qui n'était pas faite pour. Hein. Et puis le lundi, la direction m'a dit écoutez, vous devez nous on s'est trompé, on ne peut pas soigner votre mère. Vous la prenez à la maison. Et puis ou vous prenez une autre maison de retraite. Et puis j'ai pris le risque de la prendre à la maison toute seule et puis je ne savais pas comment j'allais gérer ça et puis tout le monde a dit ça ne va pas marcher et je trouve que c'est un grand risque et j'ai pris ce défi et je me suis dit il vaut mieux l'essayer pour éviter un internement en psychiatrie. Je pense que ça c'était pour moi en fait important. Et le risque que ça ne va pas réussir. Je trouve que... Et ça a réussi, parce que maintenant, elle vit depuis 1 an avec une dame qui s'occupe d'elle, et elle va bien, elle est toujours démente, elle dégrade, oui. Mais je pense qu'elle est quelque part plus sécurisée et plus satisfaite aussi. Et oui, ça c'était le plus grand risque que j'ai pris. D'accord, bah écoute, merci déjà pour ce partage intime, Doris. Et effectivement, c'est quelque chose qui est prendre un risque, c'est aussi à un moment donné prendre des décisions. Et on ne connaît pas toutes les solutions, on ne connaît pas tout ce qui va advenir toutes les conséquences qui vont être générées. C'est ça, prendre un risque. Et c'était pas évident parce que dans le cas de ta maman, si je comprends bien, effectivement, elle est dépendante à 100%. Elle est malade, elle est démente et elle pouvait plus vivre dans cette maison de retraite. Donc le choix s'offrait à toi de la retirer et d'en assumer les conséquences et de faire en sorte que tu puisses lui retrouver un environnement où elle va continuer effectivement de vieillir, mais qu'elle se sente plus sécurisée, peut-être dans son environnement qu'elle avait toujours connu, sa maison, la maison parentale. Et écoute, je te remercie pour ce partage et félicitations hein, parce que c'est beaucoup de courage. Tout à l'heure, tu nous donnais des caractéristiques de leader et tu nous as dit il faut être exemplaire, il faut écouter, il faut être courageux, il faut proposer des solutions, il faut être honnête, il faut tenir sa parole, il faut être persévérante. Et tu viens de nous démontrer toutes ces qualités en nous parlant de cette histoire. Et je te remercie beaucoup de nous la partager, de la partager aux auditeurs. Alors, je voudrais maintenant, on va bientôt arriver à la fin du questionnaire, mais que tu nous partages de quoi tu es le plus fier personnellement et professionnellement.
Ben, je pense que j'avais l'idée il y a 15 ans ou 16 ans de mettre en place une journée sécurité, une journée entière dédiée à la santé sécurité. Et puis j'ai fait la proposition. Bon, ce n'est pas une invention de ma part, hein, ça existe dans d'autres entreprises, mais je l'ai proposé à mon directeur à l'époque. Et puis bon, il était un peu perdu dans sa lecture et puis il a regardé puis il a dit oui, si tu veux, on peut le faire, hein. Ah bon, alors j'ai abordé le service communication pour m'aider, et puis eux, ils ont dit non, non, nous, on n'a pas le temps, hein, tu dois te débrouiller. Ils avaient déjà préparé un communiqué de presse en disant il y avait quelques 200 personnes qui ont participé. Bon, pour la première journée que j'avais mis en place, il y avait quand même tout de suite 900 personnes qui ont assisté. Wow. Et c'était un franc succès. Et maintenant, c'est devenu donc une date incontournable. Je pense que dans les agendas de chaque agent des chemins de fer, je pense que chacun se réjouit un peu de cette journée. Et au début, on avait donc, par exemple, des ateliers que j'ai achetés par des externes, hein. C'était des sociétés externes, par exemple, qui vendaient des extincteurs et qui nous ont expliqué comment fonctionnent les extincteurs. Mais maintenant, c'est nous qui font les ateliers. Donc, c'est des collègues ensemble de différentes directions même. Donc, c'est interdirectionnel, interservice, qui se mettent ensemble et qui partagent un sujet. Comment prévenir les risques d'agression, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est en fait faire déjà un workshop pour sensibiliser ses collègues. Ça, c'est déjà renforcer la culture sécurité. C'est énorme, parce que beaucoup, effectivement, même si tu n'as pas eu l'idée, beaucoup pratiquent cette journée sécurité, mais la pratiquent pas comme toi tu la pratiques. Hein. Vous êtes passé de je sous-traite à l'extérieur à je responsabilise des gens et je leur demande de eux-mêmes diffuser leur savoir à l'intérieur de l'organisation et tu les rends acteurs. Tu rends acteurs les personnes où ils peuvent diffuser leur savoir et leur connaissance et la partager. Donc c'est de pair à pair, on dit. Hein. Donc là, on est vraiment, on a un pied dans l'interdépendance. Hein. Tu connectes les gens entre eux, tu les responsabilises à définir des workshops. Et moi, j'ai assisté il y a quelques années. C'est impressionnant toute la bonne humeur, toute la gaieté, tout l'intérêt que les gens ont à participer à ces workshops. C'est fantastique. Et tu m'as envoyé la vidéo du récapitulative là de la dernière qui s'est passée au mois de juin, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Hein? Donc tu fais venir des intervenants encore extérieurs, des speakers, mais chacun anime son atelier. Il y a différents ateliers. Après on mange. Donc c'est une vraie journée où tout le monde peut venir avec beaucoup de convivialité, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc je comprends que ça te rende fier et moi je te félicite avec un œil extérieur de cet accomplissement et d'être capable de l'avoir fait durer dans le temps et de l'avoir fait évoluer dans le sens où tu veux faire évoluer aussi la maturité de la culture santé-sécurité de ton organisation. Merci beaucoup. Et au niveau personnel, alors qu'est-ce qui te rend fier? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me rend fier. Je ne sais pas, je pense que je suis quand même reconnue au niveau de l'entreprise en tant que safety leader, je pense, hein, en tant que experte en sécurité. Il y a des gens qui me le disent. Hein. Je trouve que ça c'est gentil, ça me rend heureuse, hein, je pense. Sinon, je ne sais pas ce qui me rend fière. Je ne sais pas. Ça, c'est l'essentiel, je pense, d'être satisfaite, d'avoir pu ancrer un petit peu la culture sécurité. Et j'espère que ça va perdurer dans le temps. Et j'espère que je vais trouver quelqu'un qui va reprendre aussi ça. Et j'essaye maintenant d'un peu faire proliférer ces connaissances dans l'entreprise aussi. Oui. D'accord, ben merci. Et effectivement, tu es une personne reconnue dans ton organisation et tu peux en être fière et être satisfaite des accomplissements que tu as réussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager avec nos auditeurs, hein, tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a marqué, bien se traiter soi-même pour bien traiter les autres. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager
et partager à nos auditeurs un rituel pour justement préserver ta santé et ta sécurité. Qu'est-ce que toi tu mets en place de ton côté pour pouvoir après rendre aux autres? Bon, je ne mets pas en place assez, ça c'est certain, mais j'essaye de profiter au maximum du temps libre que j'ai. Je n'en ai pas beaucoup parce que je m'occupe quand même de ma mère chaque soir et chaque dimanche et chaque samedi. Et donc, c'est encore plus important parce que dans le temps, j'ai pu faire un peu de sport et maintenant, je n'en fais rien du tout, mais j'essaie quand même d'être consciente des petits moments de bonheur partagés avec mon mari, avec mon chien quand on se balade en forêt et quand il y a les petits moments de bonheur, disons en famille et aussi avec ma mère quand quand elle passe une bonne journée et quand on partage des souvenirs ensemble. Je pense qu'il faut être conscient de ces moments-là parce qu'ils ne reviennent pas. Et je trouve que ça c'est important. Et je pense aussi même qu'il faut les parfois noter pour ne pas les oublier. Et c'est toujours être conscient de ces moments. Ça j'aime bien. Et puis j'aime bien manger, j'aime bien profiter de. Ah, j'adore la musique aussi. J'aime aussi lire. Je n'ai pas assez de temps pour lire. Mais ça, c'est des petits moments, en fait. Je pense que quel type de musique tu aimes? Un peu de tout, hein. Je pense que j'aime bien la musique classique, mais j'aime aussi la musique des années 80, comme c'est mon âge, américaine. J'aime aussi la musique rock, jazz, aussi africaine parfois. Hein. J'aime bien découvrir aussi des mondes différents. De cultures différentes. Oui. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup pour partage de ces bonnes pratiques. Ça pourrait inspirer les autres. Donc t'aimes bien manger, te connecter à la musique, mais surtout ce que tu nous as dit d'essentiel, c'est de profiter de tes moments de liberté et toujours d'être en conscience quand tu as des moments de bonheur. Donc que ça soit avec ton chien, avec ton mari ou avec ta maman, de prendre cette conscience de là je passe un bon moment et je suis content et je suis heureuse. Oui. Effectivement, ça ressource, ça donne de l'énergie. Merci beaucoup pour ces partages. Alors, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs un ou plusieurs livres, 2 à 3 livres, qui t'ont vraiment marqué sur la culture santé-sécurité que nos auditeurs pourraient acquérir et s'enrichir? Je dois vraiment citer ton livre, L'état d'esprit sécurité. Je trouve que c'est très riche aussi en informations. Et je trouve que c'est pratiquement pas un dictionnaire, mais vraiment un petit Larousse sur la sécurité et la santé, parce qu'il y a vraiment différentes méthodes qui sont illustrées et je trouve qu'il est important. Je dois même dire que c'est un des fonds. Je trouve que c'est important et intéressant et je l'ai conseillé aussi en dehors de notre entreprise. Hein. Parfois je regarde, je récapitule et je vois comment tu l'as illustré. Je trouve que c'est intéressant. Oui, sinon j'ai aussi les 65 outils pour accompagner le changement individuel et collectif, parce que la culture sécurité c'est accompagner un changement, hein. C'est la culture du changement. Je pense que il y a certains livres qui incitent sur le changement de la culture. Et puis j'aime bien les livres qui concernent la psychologie un peu mais c'est pas la psychologie qu'on apprend à l'université, c'est quand même très écrit de manière facile, comme de François Lelore, hein, ou Boris Cyrulnik, ou bien Frédéric Lenoir, j'aime bien aussi. Donc c'est très simple, mais je trouve que c'est très riche en enseignement, et c'est une bonne approche que j'aime de ces auteurs, oui. D'accord. Eh ben merci beaucoup déjà pour les compliments pour mon livre et puis merci aussi. Moi je pense que c'est important effectivement que on n'apprend pas ça à l'école dans nos enseignements pour faire de la santé et de la sécurité, mais comprendre comment fonctionne l'esprit humain,
comment fonctionne le corps humain, c'est important. Et ça nous manque, et on est tous à lire des livres dans tous ces domaines-là, la psychologie ou d'autres domaines, pour s'enrichir, les neurosciences, etc., pour aller s'enrichir, pour comprendre comment fonctionne l'humain. Parce que c'est une machine tellement complexe que si on ne le comprend pas, on va avoir du mal à aller l'influencer dans le sens de préserver sa santé, préserver sa sécurité et préserver celle des autres. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Alors, si mes auditeurs souhaitaient te joindre, comment ils peuvent te contacter? Oui, alors c'est très simple, ou bien c'est sécurité, mais sans accent, @cfl, chemin de fer luxembourgeois, cfl.lu, ou bien doris.horvat, horvath, @cfl.lu. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup Doris pour cet entretien. Je vois qu'il a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'était très riche. Je te remercie beaucoup pour tous tes partages, pour le partage de ton intimité aussi, pour ce dévoilement. Je pense que c'est important. On est aussi des êtres humains avec la prise de risque qui n'est pas seulement au travail, mais dans sa vie de tous les jours. Et tu nous en as fait une illustration parfaite. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Merci beaucoup David à toi, de tout mon cœur, parce que je pense que tu as su m'écouter, tu as su, par une écoute active, retraduire mes pensées, mais vraiment, je suis épatée de tes résumés. Merci beaucoup Doris. Et je te souhaite tout le meilleur pour le futur. Prends bien soin de toi, de ta famille, de ta maman, et puis de tes collègues, et au plaisir de se revoir. Ok, pour toi aussi, je te souhaite une bonne santé pour toi et ta famille, et tes amis et tes chers. Merci David. Merci beaucoup, merci.